Voilà, tout d'abord, merci d'être là. Désolé pour ces changements de dernière minute. On ne fait pas exactement ce qu'on avait prévu de faire. Ce qui n'est pas l'idéal pour nous, on fait donc une réunion avec vous maintenant et nous verrons vos enfants dans la semaine, jeudi matin. Voilà, on aime toujours mieux en fait que vous entendiez exactement le même discours, étant donné que c'est quand même assez complexe ce qu'on a à vous présenter. Alors, la première des choses que je voulais vous dire, c'est que vous oubliez tout ce que vous savez. Très bien, c'est un réel changement. Par rapport à tout ce que vous avez connu avec vos aînés ou à tout ce que vous avez connu vous. On ne vit plus du tout les mêmes premières et terminales que l'on vivait par le passé. Je remercie d'ailleurs les parents de l'an dernier qui sont en première, qui sont eux qui ont étraîné cette réforme, puisque 3 mois après le début de l'année, une seule famille nous a demandé de changer son triplet de spécialité, famille qui n'était pas venue aux réunions et qui avait dit « Ma fille, tu fais comme, mon fils d'ailleurs, tu fais comme avant, tu prends maths, physique, SVT pour aller faire Sciences Po. » Parfait. Donc c'était quelqu'un qui n'avait pas suivi. On ne fait pas maths, physique, SVT pour aller faire Sciences Po. On peut, mais en tout cas, on n'aura sûrement pas de grandes chances de rentrer à Sciences Po avec ça. Alors, on va essayer donc de vous parler de cette réforme du lycée que vont connaître vos enfants en première et en terminale. Je voulais simplement, parce qu'on a la chance maintenant d'avoir 1 an, vous avez la chance d'avoir 1 an d'expérience, insister. On va beaucoup parler ce soir de choix de spécialité, parce que c'est ce que vous allez avoir à faire pendant les vacances là, de Noël avec vos enfants. Ne pas oublier qu'existe quand même un tronc commun qui est pas si peu important que cela. Français, histoire, langue, EPS et un nouveau truc d'enseignement scientifique là, qu'il y a en première et en terminale. Ceci n'est quand même pas négligeable et nous avons sûrement l'an dernier trop insisté sur les spécialités et nous avons des élèves de première par exemple qui ne pensent cette année qu'à leur spé. Or va arriver à la fin de l'année un examen de français écrit et oral là comme c'était dans le temps, qui lui sera une épreuve terminale à la fin de première. En général en première ils ne pensaient qu'à ça. Là, ils ne pensent pas du tout à ça. Donc, ils ont des épreuves, on vous expliquera, de contrôle continu. Ils ne pensent qu'à ça pendant l'année. Ils oublient pour l'instant qu'ils ont une épreuve de bac français à coefficient lourd qui va leur arriver. Donc, ça, c'est le discours qu'on fera aussi auprès de vos enfants. Il y a un tronc commun important. J'étais la semaine dernière avec l'inspecteur général en charge des réformes des classes préparatoires et on lui demandait qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une classe préparatoire littéraire. Il a dit quasiment tout est dans le tronc commun. Français, histoire, philo en terminale, langue, tout ça c'est bon pour les lettres, pour les classes préparatoires de lettres. Alors bien sûr après il y a des spé qui peuvent permettre de spécialiser, mais bon voilà. Donc je vais maintenant céder la parole à Madame Walker qui connaît ça plus que bien sur le bout des doigts. On va vous faire une petite présentation et puis ensuite on répondra aussi bien qu'on le peut à toutes vos questions. Merci. Bonsoir à vous. Oui, ça marche. Vous m'entendez ? Oui, bonsoir. Juste avant d'essayer de vous faire une présentation simple de choses qui sont assez compliquées, redonner quand même un tout petit peu le fond de l'esprit de cette réforme, en commençant par dire que nous faisons partie des établissements qui pensons que sur le fond, cette réforme est très intéressante, même si elle est compliquée dans sa mise en œuvre et compliquée pour ses premières générations. Compliquée parce que, effectivement, il y a un changement culturel assez profond dans cette réforme et qu'on est
actuellement un peu dans une tension de calendrier avec l'enseignement supérieur qui prend conscience petit à petit qu'ils vont devoir accueillir des générations d'élèves avec des profils totalement différents de ce qui pouvait exister. En tout cas, nous, on a choisi de jouer le jeu de cette réforme parce qu'on pense qu'elle ouvre des opportunités intéressantes et qu'on va vous détailler petit à petit. Je vais entrer dans le vif du sujet et puis vous compléterez, vous m'interromprez. En commençant par revenir à quelque chose qui justement est au-delà de la réforme ou existait auparavant et qu'il ne faut quand même pas oublier, c'est que l'année de seconde est une année de palier d'orientation. Quand on parle d'orientation, en fin de seconde, un élève peut passer en première générale ou en première technologique. Il s'agit là d'un palier d'orientation, ce qui veut dire que cela relève des décisions des conseils de classe. Comme ça existait auparavant, ces orientations, elles donneront lieu à un document qu'on appelle fiche navette, qui vous sera donné avant les conseils du deuxième trimestre, dans lequel vous émettrez vos souhaits et le conseil de classe y répondra. Et c'est tout à fait différent du choix des spécialités. D'accord ? Retenez juste ça pour l'instant. Donc je dis, je vais passer assez rapidement, mais il existe aujourd'hui dans l'enseignement technologique 8 filières différentes. On vous enverra tout ça dans la semaine. Donc que je vous laisse découvrir ici. Juste un mot rapidement sur l'enseignement technologique qui n'est pas à confondre avec l'enseignement professionnel. Pour ceux pour qui ce sont les aînés, ce sont des choses qui ont beaucoup évolué depuis une vingtaine d'années. On dit souvent aujourd'hui, pour le dire rapidement, qu'il vaut parfois mieux faire un bon bac technologique qu'un bac général radé pâquerette, qui ne donnera accès qu'à l'université, et encore c'est de plus en plus compliqué. Et qu'aujourd'hui, par le biais des filières technologiques, on rejoint des grandes écoles de commerce, d'ingénieurs, etc., de façon tout à fait positive et ce ne sont pas des exceptions. Voilà. Donc c'est un sujet qu'on explique souvent aux élèves en disant c'est un moment où il est intéressant de réfléchir avec vos enfants. Est-ce que je suis plus... je prends souvent un exemple un peu concret qui est parlant pour les élèves en disant dans l'enseignement général, on va te demander de faire une analyse d'articles de presse sur un sujet d'économie par exemple. Si tu es dans l'enseignement technologique en STMG, on va te demander de montrer un projet de création d'entreprise, de faire des devis, de réaliser le projet. Voilà. Donc, ce dont on s'aperçoit, c'est que dans le fond des programmes, il y a des choses qui sont assez semblables. L'approche est beaucoup plus concrète dans l'enseignement technologique, alors qu'elle demande une capacité d'abstraction dans l'enseignement général. J'en dis pas plus pour l'instant, ce sont des sujets qu'on reprendra individuellement avec les uns ou les autres, le cas échéant. Vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet ? Donc ça, c'était l'enseignement technologique, c'est orientation, première générale, première technologique. Ici, à Fénelon, nous n'avons qu'un lycée général et non pas un lycée technologique. Donc je vais évidemment vous parler maintenant plus en détail de l'enseignement général et donc de cette fameuse réforme du lycée, comme le disait M. Combescure, qui va se découper en un tronc commun, des spécialités et des options. Donc première chose, il ne faut pas mélanger les spécialités et les options. Les spécialités, c'est quelque chose d'obligatoire qui représente quasiment la moitié de l'horaire, comme vous pouvez le voir sur la diapo. Les options, on peut ne pas en faire, on peut en faire, j'en parlerai après. Un mot sur le tronc commun, comme M. Coescure vous l'a dit tout à l'heure, le français en première, la philo en terminale, l'histoire-géographie, l'enseignement moral et civique, les 2 langues, le PS et cette matière d'enseignement scientifique. Alors la première réaction qu'on entend souvent, c'est de dire « et les maths, où sont-elles » Ça a été le grand sujet de cette réforme. Ce qu'il faut savoir, c'est que les lobbies d'inspection de mathématiques se sont plutôt battus pour ne pas être dans le tronc commun. Pourquoi ? Parce que si on avait mis des maths dans le tronc commun, il aurait fallu faire des maths du niveau de la L, pour comparer à l'ancien système, pour que ce soit accessible à tout le monde. Et derrière ça, on sent aussi
l'idée de fond de cette réforme, je parlais tout à l'heure de changement culturel, une des volontés profondes de cette réforme, c'est d'arrêter de penser, je crois qu'on est à peu près le seul pays en Europe, à penser que la sélection ne peut se faire que par les maths. Vous savez qu'aujourd'hui en France, pour faire médecine, il faut être une bête en maths. Je ne suis pas convaincue qu'un bon médecin a besoin de ces compétences-là. Vous allez en Angleterre, vous pouvez faire de la philosophie et faire ensuite des études de médecine. Donc on dit qu'en France jusqu'à présent, en S, plus de la moitié des élèves ne faisaient pas d'études scientifiques. Donc du coup, on avait un niveau de classe scientifique qui n'était pas très bon. Et ce que je dis là pour les sciences est vrai dans tous les domaines, et c'est ce dont on va vous parler ensuite. Les programmes de spécialité sont ambitieux. Les profs disent que le programme de la spé maths, il est plutôt un peu au-dessus de l'ancien programme de S. D'accord ? Donc déjà, il va y avoir toute une réflexion sur le fait d'aller vers des domaines dans lesquels on a des compétences. D'accord ? Du coup, ils ont mis cette discipline enseignement scientifique. C'était histoire qui reste un petit peu de science. Là, j'avoue qu'on n'est pas archi convaincu là-dessus parce que du coup, c'est 2 heures, c'est enseigné par un prof de physique, un prof de SVT. Ça tourne pas mal autour de l'histoire des sciences. Voilà, on ne sait pas très très bien à quoi elle mène, mais en tout cas, elle est là dans le tronc commun. Je continue. Alors, les spécialités. Sur le petit doc que vous avez peut-être pris ou que vous pourrez prendre à la sortie, vous verrez qu'il y en a 2 en plus de celle-là. Voilà, il y a 12 spécialités en France, d'accord ? 2, je le dis tout de suite, qu'on ne propose pas à Fénelon. Une qui est biologie, écologie, parce qu'elle ne concerne que les lycées agricoles. Et une autre qui est la spécialité lettres classiques, c'est-à-dire des élèves qui feraient 4 heures de spécialité de lettres classiques, plus 3 heures de latin, voire 3 heures de grec. Ça peut concerner quelques élèves, il y a quelques lycées à Paris qui la proposent. Nous avons décidé de ne pas l'ouvrir. Pour le reste, 10 spécialités. On va vous les présenter un peu plus en détail après, juste pour que vous aider à vous repérer. On dit que dans ces 10 spécialités, il y en a 7 classiques qui globalement sont proposées dans tous les lycées, en tout cas à Paris. Et je vous pointe juste du doigt les 3 autres, qui sont l'art, la spécialité art, qui là n'est pas proposée dans tous les lycées. À Fénelon, c'est la spécialité histoire des arts, parce que dans d'autres lycées, la spécialité art, ça peut être théâtre, ça peut être cinéma, ça peut être cirque, voilà, il y en a un certain nombre qui existent. Spécialité numérique et sciences informatiques, ça c'est vraiment une nouveauté que nous avons choisi d'ouvrir à Fénelon, qui n'existe pas dans tous les lycées. Et spécialité sciences de l'ingénieur, qui là aussi est une vraie nouveauté que nous avons décidé d'ouvrir à Fénelon. On va y revenir, puisqu'ensuite Madame Blondiot va vous dire quelques mots de chacune de ces spécialités. Alors, une particularité propre. Ah oui, parmi ces 10-là, chaque élève doit en choisir 3 pour la classe de première. Et ensuite, pendant l'année de première, il décidera d'en poursuivre 2, ou autrement dit d'en abandonner une pour la classe de terminale. Alors à Fénelon, on a fait un choix un peu particulier. Là, on a usé de notre liberté par rapport aux textes officiels et à l'éducation nationale. Nous avons décidé, après pas mal de réflexions l'année dernière, d'ouvrir dès la seconde. On l'a appelé module, parce que c'est ni une spécialité, ni une option, qui là sont dans les textes officiels. Un module de maths complémentaire de 2 heures, pendant l'année de première, qui vient donc en plus des 3 spécialités, et qui a permis d'apporter une réponse à tous ceux d'entre vous, et on peut le comprendre, qui avaient trop peur d'arrêter complètement les maths en classe de première. Cette année, une 50aine d'élèves ont choisi ce module, et je pense qu'ils s'en réjouissent aujourd'hui quand ils voient ceux qui souffrent en spécialité mathématiques. L'idée, c'est que en terminale, la réforme prévoit cette option de maths complémentaire destinée aux élèves qui auraient suivi l'aspect maths en première et qui l'arrêteraient en terminale, pour qu'ils puissent garder 2 heures de maths en terminale. Nous, on trouvait que c'était intéressant de pouvoir proposer, dès la classe de première, de faire ce choix, de ne pas prendre de spécialité mathématique, et pour autant, de pouvoir être dans ce cursus première terminale avec ce module de maths complémentaire.
Oui, c'est terrible. Malheureusement, une bonne partie de la Réunion va tourner autour des maths, encore une fois. J'espère que dans 10 ans, on n'en parlera plus. Mais quelques chiffres simplement. Au niveau national, il y avait avant 88% d'élèves qui faisaient des maths en première. ES ou S ou quelques L, 88%. L'an dernier, au niveau national, il y a eu 67%, je crois, qui ont choisi la spécialité mathématique. Et c'est la seule spécialité qui se passe mal. Pourquoi ? Par rapport aux autres, parce que toutes les autres ont été choisies vraiment comme une spécialité. C'est ce que j'aime, c'est là où je suis bon. Donc les spécialités physique, histoire, enfin, etc. D'ailleurs, les élèves ont d'excellents résultats. En maths, un certain nombre se sont dit exactement ce que dit Mme Holker en disant « je ne me vois pas abandonner les maths, que va faire l'enseignement supérieur ?» Et c'est vrai que ce n'était pas encore très clair. Donc ils ont pris maths un peu par défaut. Et ça fait mal. Parce que la spécialité mathématique de première, c'est pour des futurs scientifiques. C'est pas pour des ES, pour reprendre l'expression d'avant. Tous les ES, eh ben, ils ont beaucoup de mal en spécialité mathématique de première. D'ailleurs, un certain nombre vont l'abandonner pour aller prendre l'option complémentaire. Mais ils auront quand même souffert pendant 1 an. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé d'essayer que ces élèves-là souffrent un peu moins. Et donc, on fait l'option, comment tu l'as appelé ? Non, pas l'option, le module de maths complémentaire en première. C'est en fait le même programme que, moins un petit peu de géométrie, mais en gros, c'est le même programme, mais simplement pas traité de la même manière. Hein ? Comme vous le savez, moi, j'ai fait beaucoup de maths, et donc j'estime qu'il y a 2 mathématiques. Il y a ce qu'on appelle les mathématiques pures, pour les scientifiques vraiment, et puis il y a ce qu'on peut appeler des mathématiques appliquées. C'est-à-dire, j'ai pas besoin de faire de grands raisonnements mathématiques, mais j'ai besoin d'outils mathématiques pour pouvoir faire de l'économie, de la biologie, etc. Et donc, cette option, et on a quand même plus de 50 élèves qui l'ont choisi l'an dernier, elle est faite pour ça. Dans les textes, d'après ce qu'on a entendu, l'option mathématique de terminale complémentaire était prévue pour ceux qui avaient fait spé maths en première et qui voulaient l'abandonner. Devant la remontée générale du fait que c'est une catastrophe, il y avait 2 options possibles pour le gouvernement. Soit légaliser une option complémentaire comme on l'a fait, soit dire qu'on va pouvoir accéder à l'option complémentaire en terminale sans avoir fait l'aspect en première. C'est, semble-t-il, ce que M. Blanquer va dire en janvier, que donc vos enfants peuvent ne pas faire l'aspect maths et ils pourront aller en option complémentaire en terminale. Personnellement, je pense que ceci, c'est un discours politique. Si vous n'avez pas fait du tout de mathématiques en première, ça ne sera pas si simple que ça de faire l'option complémentaire. Le programme de l'option complémentaire a été construit comme une suite du programme de SPE, au moins dans les connaissances. Donc voilà. La raison pour laquelle, pour l'instant, le ministre semble ne pas aller à rajouter une option complémentaire en première, c'est que ceci risque de coûter de l'argent. Hein, quand vous rajoutez une option, vous pensez que du coup il y a des élèves qui vont prendre ça en plus. Voilà. On essaye en ce moment, le lobby des profs de maths essaye de lui faire comprendre que non, ça ne coûtera pas de l'argent, même ça en économisera, puisque ce sont des élèves qui aujourd'hui faisaient spé maths 3 heures par semaine, et là on leur propose quelque chose à 4 heures par semaine, et là on leur propose quelque chose à 2 heures. Voilà. J'arrête là, mais ça sera une vraie réflexion. Hein. Enlevez-vous de la tête que il faut faire à tout coup l'aspect maths, sinon on est coulé à vie pour tout. Donc voilà. L'enseignement supérieur est en train de réagir, est en train
vous serez déjà un peu mieux que vos prédécesseurs de l'an dernier, comme info. Les infos devraient arriver janvier-février sur les attendus des écoles de commerce, des classes prépa commerciales, etc. Ils sont en train d'y travailler et ça devrait sortir en janvier ou en février pour ça. Ça va, vous êtes toujours avec nous? Alors, comment choisir? Donc, on va essayer de vous éclairer un peu sur un certain nombre de choses. La première donnée que je vais aborder, c'est qu'il faut comprendre un peu comment va fonctionner le nouveau bac pour pouvoir comprendre l'importance ou la relativité de ces choix. Là aussi, un mot un petit peu plus général sur cette réforme. La volonté initiale, hein, c'est Monsieur Petiot là, qui avait travaillé, qui a fait un travail de fond pour proposer cette réforme du lycée, était d'arrêter avec cet examen terminal un peu unique là aussi dans notre pays, qui représente une usine à gaz qui met dehors tous les élèves au mois de juin, qui coûte des sommes invraisemblables, etc. Et qui ne sert à rien. Et qui ne sert à rien. Puisque toutes les décisions d'orientation étaient prises avant, avec Parcoursup, avant le bac. Voilà. Pour aller vers un diplôme qui se passerait totalement en contrôle continu, d'accord, sur l'année de première et terminale. L'idée de base de la réforme du lycée, c'était ça. Hein, c'était on arrête les épreuves terminales, on met en place un contrôle continu sur les 2 années de première et terminale qui valide le diplôme du bac avec tout un tas avec toutes les notes des élèves de première et de terminale. Évidemment, ça a fait beaucoup réagir, notamment les syndicats de profs dans l'enseignement public, sur le fait que ça allait devenir un examen injuste, qu'on perdait le côté national des épreuves, etc. Voilà. De toute façon, aucune évaluation dans notre système scolaire n'est objective, juste, on le sait très bien. Voilà. Ceci étant, ils ont été obligés de faire marche arrière. Je ne vais pas vous donner tous les détails, mais le résultat, et c'est un peu ce dont je vais vous parler, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui dans un espèce de truc, de système, je ne sais pas comment il faut dire, où on a conservé toute une part d'examen national terminal et on y a rajouté toute une dose de contrôle continu et c'est juste infernal. Donc, je vais vous projeter une première chose, voilà, alors après je le mettrai sous une autre forme pour des gens peut-être un peu plus visuels. Donc le nouveau bac, ça commence en première dès le mois de janvier, et comme vous le voyez, avec 16 épreuves qui vont se dérouler tout au long de l'année, des années de première et de terminale, plus le PS qui reste un peu à part parce qu'il fonctionne en évaluation continue sur les cours. Donc, vous voyez, je prends l'exemple de l'histoire-géographie qui est dans le tronc commun. Vos enfants, ils auront un devoir au 2e trimestre de première, un au 3e trimestre, de nouveau un au 3e trimestre de terminale. Il n'y a plus d'épreuve terminale. Et l'épreuve d'histoire, ça sera la moyenne de ces 3 notes. OK ? De même pour les langues. Et alors, le français reste en épreuve terminale, traditionnelle. Là, on s'y retrouve. On sait à quoi s'attendre. La philo, idem au mois de juin. Grande nouveauté qu'on expérimentera l'année prochaine, c'est ce grand oral en fin de terminale. Et les DTL de SP A et B, c'est-à-dire celles qui seront poursuivies en terminale, avec, comme vous pouvez le voir, des coefficients 16 qui sont quand même relativement importants. Oui, je rajoute un petit mot. C'est embêtant de voir apparaître 16 épreuves de bac. Et c'est ce qui nous pose un souci, quand Mme Molker vous disait la négociation avec les syndicats a entraîné que. En fait, c'est pas ça. C'est du contrôle continu. Les vraies épreuves terminales de bac, il n'y a que le français, la philo et le grand oral. Le reste, c'était du contrôle continu. D'ailleurs, nous, à Fénelon, c'est dans le cadre des DTL. Mais tout d'un coup, il y a un DTL qui au mois de janvier, je sais plus, qui va être compté comme épreuve de contrôle continu officielle. Voilà, parce qu'il a fallu des épreuves de contrôle continu officielles, avec une banque de sujets nationale, avec des copies corrigées, on ne sait pas comment, on ne sait pas où, voilà, parce qu'on ne fait pas confiance aux établissements pour faire le contrôle continu. Je répète, ce qui est complètement absurde, parce que jusqu'à présent, tous les établissements supérieurs sélectifs prenaient uniquement sur les bulletins
des établissements. Donc entièrement un contrôle continu, parfaitement. Voilà. Donc ça, c'est la négociation qu'il a fallu faire avec les syndicats pour que la réforme se passe. Mais du coup, effectivement, c'est un peu en train de transformer ce contrôle continu en épreuve de bac sans arrêt. C'est ce que je vous disais au début. Les élèves de première aujourd'hui, ils pensent que à l'épreuve d'histoire du mois de janvier, qui devient une épreuve de bac. Or non, on va leur redire, on leur redira, quand vous allez voir les coefficients, l'épreuve de contrôle continu qui s'appelle E3C maintenant, du mois de janvier de première, elle compte pour moins de 1% de leurs résultats du bac. Donc c'est quand même pas une épreuve terminale, hein. Donc ça, on vous le remontrera dans le détail. Voilà, donc là je vous ai mis quelque chose qui est peut-être un peu plus parlant, où donc il faut comprendre que 40% des points du bac maintenant s'obtiennent au long de l'année de première et de terminale, avec 30% qui sont ces épreuves que je vous ai montrées sur le tableau précédent, d'accord ? Donc si je reprends dans le détail, je parlais de l'histoire tout à l'heure, ça représente 5% du bac, 3 épreuves, d'accord ? Donc 30%, ce sont ces épreuves communes. 10%, là, quand il y a écrit moyenne non pondérée du cycle, en fait, c'est quoi ça ? C'est tous leurs bulletins de première et de terminale qui vont représenter 10% de leurs notes du bac. Toutes les notes, coefficient 1, on fait la moyenne de tout ça et ça fera une moyenne qui comptera pour 10%. Et de l'autre côté, les épreuves terminales, où on retrouve français. Alors François a oublié l'aspect 1 et l'aspect 2 là, qui se passent en fin de terminale, font partie de ce qu'on appelle les épreuves terminales, plus la philo et le grand oral. Voilà. Ouais, mais elle est considérée dans... Sans rentrer vraiment dans le détail, il y a quand même un point qu'il faut que vous voyez. 16% pour chaque SP, hein, donc 32% du bac, de vraiment leur note du bac, donc un tiers, quoi, disons, de leur note du bac, ça sera leurs 2 SP. Donc il vaut mieux prendre des SP où on est bon, plutôt que les SP maths, physique, SVT, parce que c'était quand même beaucoup mieux, c'est comme ça que ça marchait avant. Non, 30%, le tiers des notes, ça sera les 2 SP, hein, auxquels on peut rajouter d'ailleurs le grand oral, 10%, dont le sujet sera sur les 2 SP. Donc vous voyez, on est presque à 40%. Hein. Et c'est vrai, là je vous témoigne de ce qu'on vit actuellement avec les premières. C'est vrai que c'est un peu compliqué en ce moment parce qu'ils sont là complètement omnibulés par les épreuves qui vont commencer en janvier, donc qu'on ne devrait pas appeler épreuve en fait, hein. Donc histoire, les 2 langues et l'enseignement scientifique. Et qui, en fait, c'est un DTL et ça représente vraiment pas grand-chose. Et par contre, du coup, il ne bosse pas le français, qui, lui, a quand même un poids nettement plus important. Voilà. Ce qui est dramatique, hein, c'est que dans la négociation avec les syndicats, ces fameuses épreuves de contrôle continu, on est obligé de faire une convocation comme au bac. On prend des sujets donc dans une banque d'épreuves. Si l'élève est absent, on est obligé de faire une séance de rattrapage. Si l'élève est handicapé, on est obligé de faire, on ne dit pas handicapé, à besoin particulier, on est obligé de faire des 10%, des aménagés, faire des grands sujets, des petits sujets. Voilà. C'est-à-dire que, or, c'est du contrôle continu. Or, on le vit, les enfants, effectivement, vont le vivre comme une épreuve terminale. Or, ce n'est pas une épreuve terminale, c'est, comme le dit Mme Wolker, c'est un DTL parmi d'autres. Et celui-là, simplement, il rentrera là-dedans. Voilà. En fait, on aura l'occasion d'en reparler, hein. L'idée, c'est qu'ils ont un planning de DTL et ce qu'il faut qu'ils comprennent, et que vous compreniez donc avec, c'est que certains DTL, la note va basculer dans le bulletin, donc dans les 10% là, voilà. Et certains DTL, la note va basculer dans ces épreuves de contrôle continu. Voilà, d'accord. Et on voudrait... Alors c'est compliqué parce que nous-mêmes, hein, on a beaucoup bossé sur ces choix de spécialité, on a donné de l'importance à ça. Les professeurs qui bossent, moi j'ai jamais vu les professeurs bosser autant, sont eux-mêmes, je pense, transmettent un peu d'anxiété aux élèves. Enfin voilà, et tout concourt à ça. Et je pense que le travail de fond qu'il va falloir qu'on arrive à faire, c'est à amener à relativiser ça. Et c'est pour ça que c'est important que vous compreniez un peu le poids de chacune de ces matières. Voilà, on vous reparlera de tout ça en début d'année prochaine, mais c'est important que vous soyez quand même sensibilisés à ces questions dès maintenant.
Alors, oui, puisque comme vous l'avez vu ici, il y en a une en janvier, mais il y en a une autre au mai, et il y en a une autre. Voilà, les programmes continuent. Hein, c'est vraiment comme un DTL. L'épreuve de janvier, elle sera sur la partie de programme qui a été vue jusqu'en janvier, puis ensuite on continue. Voilà. Alors, des précisions. Donc là, juste pour dire qu'effectivement, on est dans des grosses discussions actuellement avec l'enseignement supérieur pour qu'ils précisent leurs exigences. Là où on sent que les choses commencent un peu à bouger, c'est qu'au début, toutes les prépas, qu'elles soient commerciales, scientifiques, disaient toutes on ne prendra pas sans l'aspect maths, etc. Maths experte en terminale. Enfin voilà, bon, ils commencent à comprendre que peut-être qu'il vaut mieux un élève qui a pris une autre spé dans laquelle il a 18 qu'un élève qui a pris une spé maths dans laquelle il rame et qui est à 10. Et il commence à comprendre, vu les chiffres qu'évoquait François tout à l'heure, que de toute façon, ils ne rempliront pas tous leur boutique s'ils veulent tous des spé maths. À un moment, c'est aussi simple que ça. Il y a moins d'élèves en spé maths qu'il n'y en avait en S et ES avant, et donc pour pouvoir remplir les différentes écoles de l'enseignement supérieur. Donc ça, je pense que pour vous, les choses seront déjà un petit peu plus précises. Hein, c'est quand même assez compliqué pour les premières actuelles. Vos choix, donc ça c'est une chose très importante. Contrairement à ce que j'ai dit au tout début sur l'orientation, enseignement technologique, enseignement général, où la décision revient au conseil de classe, les choix de spécialité, ça c'est dans les textes, incombent totalement aux familles. D'accord ? Ça veut dire que nous, on a employé le terme de recommandation parce que c'est ce qui est dans le texte officiel. On donnera des recommandations sur ce que vous émettez comme souhait. Mais en fin d'année, c'est vous qui faites vos vœux, c'est vous qui prenez la responsabilité des choix des spécialités que vous demandez. Voilà. Je trouve ça formidable. Parce que c'était facile avant, c'était nous qui décidions et puis vous étiez opposés, vous étiez pour. Non, non, non. Là, c'est vous qui décidez. Et je refuse qu'en conseil de classe, un enseignant dise « ça serait mieux qu'ils prennent tel spé ». Non, 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 non. Vous voulez ça? Nous, on dira « ouf », on dira « très bien », ou bien on dira « c'est pas recommandé », mais on ne vous dira pas « prenez ça plutôt à la place ». Parce que dans le choix, il y a ce que votre enfant a envie de faire. Et peut-être qu'il réussit très bien dans une matière, mais qu'il n'a pas envie de le faire. Bon, bah, c'est donc lui et vous qui choisirez. Et les enseignants de spé, hein, à part les maths, je leur dis bien, sont tous contents parce qu'ils ont des élèves motivés, qui ne sont pas tous forcément tous des champions, mais au moins ils sont motivés, ils ont choisi. Et ça, c'est quelque chose de très important par rapport à avant. Vous étiez en F, vous faisiez maths, physique, SVT, vous n'aviez pas le choix. Ben là, celui qui a choisi sciences de l'ingénieur, ben c'est il voulait le faire. Et donc, voilà, donc je suis tout à fait pour ce côté-là de la réforme. Et on s'aperçoit que, je répète, à part une famille, toutes les autres ont vraiment bien joué le jeu et on n'a pas de souci voilà, d'élèves pas motivés parce que c'est papa ou maman qui a voulu aller là. Dans l'ensemble, ça a été vraiment fait en dialogue avec les... Donc, oralement, si vous venez nous voir, nous on pourra vous dire, il semble qu'il est bon dans cette matière, pourquoi il choisit pas ça. Mais officiellement sur le bulletin et la fiche navette, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, là on ne se permettra pas de vous dire on lui conseille ça. Non. Alors, là, quelques éléments qui, là, pour moi, sont vraiment importants et qui, du coup, vont concerner vos enfants maintenant. Et ça, c'est un peu aussi tout le fruit de la réflexion depuis un an. C'est qu'en fait, pour bien faire ces choix de spécialité, il faut croiser plusieurs approches. On ne peut pas exiger d'un élève de 15 ans qu'il soit déjà fixé sur ce qu'il fera dans l'enseignement supérieur. Donc c'est une des approches, mais ça ne peut pas être la seule. En plus, c'est terriblement anxiogène, hein, s'il faut être capable de dire aujourd'hui, et du coup je pense que mes spécialités vont être totalement déterminantes, voilà, on ne peut pas entrer là-dedans. En fait, nous, notre réflexion, notre observation, elle est vraiment de pouvoir croiser ces 4 données. D'abord les matières que j'aime. J'avais dit l'année dernière, j'avais dit ça aux élèves, vous imaginez que je vous enferme dans une pièce pendant une journée, avec tous vos bouquins, tous vos cours. Il y a une seule consigne, c'est que vous êtes obligé de travailler.
posez-vous la question de vers quoi vous allez aller en premier. Qu'est-ce que vous allez prendre avec peut-être plus de plaisir. Essayez de susciter un peu cette réflexion sur quels sont les domaines que j'aime travailler. D'accord. Ensuite, celles dans lesquelles je réussis, et c'est pas forcément tout à fait la même chose. Hein, donc voilà. Les enjeux par rapport à la réussite du bac, ça c'est les tableaux que je vous ai montrés avant, hein, de relativiser le poids de ces décisions. Et les enjeux par rapport à mes projets d'études. Tous ces aspects-là doivent être abordés. D'accord ? Et j'ai rajouté ne pas céder à la pression et à l'inquiétude. La situation est la même pour tous les élèves de France. Voilà, parce que là, je pense qu'on génère beaucoup d'anxiété chez les élèves. Et ça, c'est de toute façon contre-productif. Voilà. Donc, de toute façon, on s'en sort. Ils ne sont pas en train de jouer leur vie. D'accord ? Et c'est important que vous en soyez convaincus, vous aussi. Je vais laisser la parole à Madame Blondiot qui va vous dire... Alors, on a demandé aux profs de faire un travail qui n'était pas simple. C'était une diapo par spé, chacun, pour vous donner un aperçu. Après, on avait commencé à travailler ça l'année dernière. Là, certaines ont été un peu retravaillées. Aujourd'hui, si vous voulez vraiment en savoir plus, les contenus des spé sont disponibles sur Internet facilement, etc. Donc là, c'est... il est où mon truc? Il est là. Voilà, c'est... Hop. Avant de vous présenter succinctement les 10 P, parce que vous allez recevoir de toute façon le diaporama, je rebondis sur ce qu'ont dit Madame Welker et Monsieur Courbescure par rapport au fait de choisir l'aspect que j'aime, dans laquelle je suis bien. Je peux confirmer, puisque je suis enseignante en SP, en première, en sciences économiques et sociales, et je vois très très bien en fait le groupe que j'ai qui fait qu'aucun élève ne subit cette SP. Ils sont motivés, ils ont envie, et ça, c'est pas le discours juste d'un professeur de SP, vous avez bien compris qu'on mettait les maths de côté, que d'un professeur de SP, hein, mais à l'unanimité, c'est vraiment le constat que l'on fait entre collègues, hein, sur les SP que l'on enseigne, avec des élèves qui ont envie, qui sont motivés, et qui sont moteurs, en fait, dans leur choix. Ouais. Alors, succinctement, donc, je vais commencer par la spécialité art, qui a fait le nom, et la spécialité en fait histoire des arts. Donc la spécialité histoire, oui, vous allez avoir de toute façon le PowerPoint, les deux PowerPoints, hein, vous allez les avoir dans la semaine en fait. Cette spécialité, donc c'est histoire des arts. L'objectif est pour les élèves de leur proposer en fait un panorama des différentes formes de création artistique, c'est-à-dire que on peut être aussi bien au niveau de l'art plastique que de la musique, que art du spectacle, que de l'architecture. Donc ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une spécialité qui est enseignée par des professeurs, 4 professeurs qui viennent d'horizons différents, un professeur d'art plastique, un professeur de musique, un professeur de lettres par exemple, et donc c'est tout l'intérêt en fait de la combinaison de ces différents horizons. Ça va leur permettre d'acquérir des compétences d'ordre culturel, d'ordre esthétique, d'ordre méthodologique. Ils font également en fait régulièrement des sorties pour être confrontés directement aux œuvres. Évidemment, cela est complété par des apports historiques et par des clés d'analyse, bien sûr. Voilà. Et vous voyez la grande nouveauté. On a des élèves qui ont choisi maths, physique, histoire de l'art. Puisqu'ils vont en abandonner une. Bon, c'est des élèves hyper scientifiques et tout, mais qui se disent, le choix que vous pouvez faire, c'est soit je prends une 3e scientifique, maths, physique et puis sciences de l'ingénieur, parce que je veux faire prépa, etc. Soit vous vous dites, je fais maths, physique et histoire des arts pour ma culture, etc. Et ça peut être un plus. Voilà des choses qui étaient infaisables avec l'ancien système. On continue avec histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques. Donc ça, c'est une spé qui permet d'avoir des clés pour comprendre le monde dans lequel on vit, notre monde contemporain, en étudiant en fait des enjeux, différents enjeux politiques, économiques, sociaux, et ce autour de 5
thématique, à savoir l'information, où c'est important d'avoir un regard critique en fait sur les sources d'information et de communication. Ensuite, l'étude de la démocratie, ou comment comprendre un régime politique, l'étude des frontières, c'est-à-dire d'étudier les divisions politiques en fait du monde, les puissances internationales, donc d'analyser toutes les dynamiques des puissances internationales, et j'en ai oublié une, et État et religion, c'est-à-dire en fait, d'analyser les relations entre État et religion. L'objectif de la spécialité humanité, littérature et philosophie, c'est de doter les élèves d'une solide formation et dans le domaine des lettres, et dans le domaine de la philosophie, et dans le domaine en fait des sciences humaines. Donc là, pour les élèves, le but, ça sera d'acquérir en fait une culture humaniste en développant des qualités d'expression, des qualités d'analyse, et ce autant à l'écrit qu'à l'oral. Et évidemment, cela passe par la réflexion personnelle, évidemment, par l'argumentation, par l'ouverture, par la rhétorique et par l'éloquence également. Quatrième spécialité proposée, langue, littérature et culture étrangère. Alors uniquement dispensée pour l'anglais en fait chez nous. Peut-être dans d'autres établissements on propose l'allemand ou l'espagnol. En tout cas à Fénon nous avons fait le choix de l'anglais. Donc cette spécialité en fait elle s'adresse à tous les élèves qui souhaitent avoir une maîtrise beaucoup plus approfondie dans la langue étrangère qui est l'anglais, d'avoir une culture en fait littéraire approfondie, et ce avec une diversité en fait des supports, c'est-à-dire que les professeurs travaillent sur des films, travaillent également sur des articles de presse, mais aussi sur des œuvres en fait littéraires. Oui, un petit mot, pas juste des heures d'anglais en plus, on est plus dans de l'anglais littéraire, etc. C'est pas ne pas confondre avec la section Europe. Confondre avec la section européenne qui, elle, est beaucoup plus pratico-pratique puisqu'il faut faire des mathématiques en anglais ou de l'histoire en anglais. Là, on est plus sur des études d'œuvres littéraires, des films, etc. Tout ça en anglais. Alors, nous avons ensuite les maths. Suivant. Alors, rapidement sur les maths, vous avez bien compris que le programme était exigeant. Il est d'ailleurs exigeant aussi en seconde. Vos enfants vous le disent peut-être déjà, mais c'est dans l'optique aussi en fait de la première. Le nouveau programme de seconde est plus exigeant en fait cette année. Il met en fait l'accent, ce programme de SPEMAT, sur le calcul, sur le raisonnement, sur la démonstration, et il y a une place beaucoup plus importante donnée à l'algorithmique et donnée à la programmation en fait. Les parcours possibles, si vous avez bien compris, c'est-à-dire je peux choisir en fait l'aspect maths en première, je peux la continuer en terminale et voire même aller au-delà, prendre l'option maths experte. Je peux toujours prendre l'aspect maths en première, me dire non finalement c'est peut-être un petit peu trop compliqué, donc je décide de passer en option maths complémentaire en terminale. Où je peux très bien avoir l'aspect maths en première et arrêter complètement les maths. Donc en gros, quand j'ai l'aspect maths en première, je peux continuer l'aspect maths en terminale, prendre l'option maths experte. Je peux arrêter complètement en fait l'aspect maths parce que finalement ça ne me convient pas du tout et ça ne correspond pas à mes projets. Ou je peux passer de l'aspect maths à l'option maths complémentaire. Voilà, ce qui manque dans la diapo, c'est ce fameux module de maths complémentaire en première, d'accord ? Voilà. Et donc l'autre possibilité, c'est effectivement, je prends le module de maths complémentaire en première, que je décide, ou pas, de poursuivre en terminale. Dernière option, j'arrête totalement les maths en première. Voilà. Ce qui était le cas de certains élèves en fait, cette année par rapport à leur projet, et ça leur correspondait tout à fait. C'est ES si vous voulez. C'est-à-dire, je répète, le programme, ce sont des outils mathématiques, mais comme vous l'avez vu dans la diapo d'avant, la SPEMAT, il y a beaucoup de démonstrations qu'il n'y a pratiquement pas qu'il n'y avait pas dans ES. Il y a du calcul de haut niveau.
voilà, de l'algorithmique qui a en fait encore de la logique et du raisonnement. Donc voilà, c'est les outils. Oui, oui. Donc là, je vous ai dit justement, par rapport à l'aspect maths où il y a beaucoup de démonstrations, etc., quand on a fait, j'ai travaillé avec les 2 enseignants qui ont pris l'option complémentaire là-dessus, on a pris le programme de spé maths, on a enlevé toute la géométrie déjà qui pour faire des maths appliquées ne sont pas utilisées, et toutes les démonstrations. Donc on donne, comme on faisait avant en ES, on dira le logarithme c'est ça, et on ne va pas créer le logarithme comme ils feront dans la spécialité pour voir d'où ça vient. On dira le log ça sert à transformer les multiplications en addition, c'est plus facile, voilà, c'est comme ça qu'on fait. D'accord? Oui? Non. Ce module n'existe pas. Voilà. Il vous permet seulement, ce module, pour nous, pouvoir, celui de première, hein, pardon, il vous permet de pouvoir suivre correctement l'option complémentaire de terminal. Oui, comme une option. On n'a pas beaucoup parlé des options, j'ai vu, mais on en reparlera peut-être après, comme une option, c'est-à-dire pour pas grand-chose. Mais bon, elle rentre un petit peu. C'est surtout qu'elle permet l'option complémentaire d'aller faire un certain nombre d'études au niveau de l'enseignement supérieur où on vous demandera quand même des mathématiques. Si je prends une école de commerce après bac, une école de commerce après bac, elle a besoin quand même un peu de mathématiques. Donc elle demandera d'avoir suivi au moins l'option complémentaire de terminale. C'est pour ça qu'on ne l'a pas intitulé option en fait en première, puisqu'elle n'existe pas. C'est un module de maths complémentaire. Et les élèves de première ont dans leur bulletin, ceux qui la suivent, une ligne avec module de maths complémentaire, en fait, où il est marqué enseignement facultatif. En fait, elle est dans les bulletins des élèves de première, d'accord? Ce qu'il y a, c'est qu'ensuite, nous, on remonte tous les bulletins des élèves dans les logiciels académiques et dans Parcoursup. Et donc, comme ça n'existe pas, ça ne remontera pas dans tous les logiciels du rectorat, parce qu'en fait, vous savez, c'est des intitulés officiels. Moi, je sais pas, de même qu'on met une rubrique rapport de stage dans le bulletin, c'est des choses qui remontent pas, ne remontent que les choses officielles. Voilà. Mais ceci étant, ça apparaîtra dans leur bulletin de première. Ok. Moi, je voulais juste dire qu'elle doit être prise si on veut faire des maths complémentaires en terminale. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc elle sert pour après, pour les dossiers Parcoursup. Si on a l'idée qu'on n'est pas un grand scientifique, on ne prend pas l'aspect maths. Parce qu'on va souffrir l'aspect maths en première. D'accord? Donc on va plutôt vers l'option, on se dit je voudrais l'option complémentaire en terminale. Et pour ça, c'est quand même mieux de prendre l'option, le module qu'on a créé en première. Sinon, il faudrait prendre l'aspect maths. Maintenant, vous pouvez l'apprendre, hein, mais ça sera plus dur. Oui. On est voilà, 73% de SPEMAT et 50 élèves qui ont pris ce fameux module, donc 50 sur 250, 20% qui ont pris le module. Et certains, comme vous l'a dit Madame Blondiot, certains se mordent les doigts, dans les 70%, se mordent les doigts d'avoir pris l'aspect maths. Alors ils vont l'abandonner, ils vont aller faire maths complémentaires, mais ils auront un peu souffert et ils commencent à se dire si j'avais pris une autre spé et puis l'option, voilà. Et c'est national, hein, c'est pas que Fénelon. Hein. Le chiffre c'est 66 ou 67 au niveau national. Et l'autre jour, avec l'inspecteur général de mathématiques en réunion, ils espèrent bien que ça va descendre en dessous de 50% de votre génération. Pas forcément à Fénelon, hein, les objectifs ne sont pas toujours les mêmes. Mais au niveau national, c'est ce qu'ils espèrent. L'idée, c'est de faire évoluer l'enseignement supérieur. Par exemple, médecine vient enfin d'évoluer et voilà, on pourra faire médecine sans faire des maths. Donc, et ça, on le sait déjà aujourd'hui, hein, ce qu'on ne savait pas l'an dernier. Donc voilà, c'est l'idée. Oui. Voilà. Voilà, l'option, on va vous le dire.
Alors, Fénelon n'a pas de prépa HEC, d'accord? Mais j'étais dans une réunion l'autre jour où je peux vous dire que ce qui est prévu, c'est pour les prépas HEC, hein, c'est 4 profils différents, des maths plus, enfin en prépa HEC, hein, des maths plus pour ceux qui ont fait l'aspect maths, des maths appliquées pour ceux qui ont fait l'option complémentaire, et puis histoire ou économie suivant les 2 SP. Donc ça fait 4 profils, vous pourrez mélanger les 4. Maintenant, ce qui n'est pas encore décidé, ce qu'on ne sait pas encore, c'est est-ce que les très grandes prépas vont ouvrir les 4 profils ou pas. Je ne vous cache pas que dans cette réunion, c'était quand même toutes les prépas de l'enseignement catholique, et pour ce qui est des prépas commerciales, on truste plutôt toutes les premières places, aussi bien dans la voie scientifique que dans la voie économique. Pour l'instant, leur position, c'est on fera tous les 4 profils. Comme ils sont suffisamment importants, ils vont ouvrir les 4 profils en même temps. Voilà. Ce qui nous manque encore aujourd'hui, c'est qu'est-ce que les grandes écoles, HEC, etc., par exemple, quels seront les pourcentages? Ils vont en prendre de partout, ça c'est sûr. Mais quel pourcentage, ça, on ne sait pas vraiment. Hein, voilà. Alors, on continue avec NSI, numérique et sciences informatiques. On s'accorde tous sur le fait du poids croissant du numérique et des enjeux qui en découlent. Cette spécialité va aborder en fait le numérique sous différentes approches. Une approche historique, une approche fonctionnelle pour comprendre les réseaux, une approche plus opérationnelle avec de la programmation et de l'algorithmique et du codage également. Alors évidemment, seront développées différentes compétences transversales telles que l'autonomie, telles que la créativité, telles que l'esprit d'initiative et le fait de travailler en groupe. Juste, et puis je vous passe la parole, un petit mot là-dessus. Attention, c'est pas pour les geeks. C'est pas pour ceux qui passent leur vie à être sur les jeux vidéo et tout ça. Il y en a qui sont déçus cette année, hein, parce que ils ont fait ça parce qu'ils sont passionnés de jeux vidéo. Non, si on est passionné de jeux vidéo, on va dans l'enseignement technologique où là, on créera des jeux vidéo et tout ce qu'on veut. Là, c'est de l'algorithmique, c'est puissant au niveau raisonnement, etc. C'est pas des petites mathématiques, de la petite informatique pour faire joujou avec l'ordinateur. Et la nouveauté, il y a une nouvelle classe préparatoire scientifique qui va ouvrir à la rentrée 2021, qui s'appelle MP2I, qui sera faite pour les élèves qui ont comme profil mathématiques et numérique et sciences informatiques. Voilà, il y a une nouvelle prépa scientifique qui va ouvrir, et a priori, à nouveau, toutes les grandes prépas vont ouvrir cette MP2I. Voilà, vous aviez... En physique? Oui. Il y a beaucoup trop de Python, mais ça, voilà. Ça, vous savez, l'éducation nationale, comme vous le savez peut-être, nous allons ouvrir un BTS de sciences du numérique. Le programme de ce BTS, il date de 1983. Alors, j'ose pas pour des sciences du numérique, hein, d'accord? Donc, voyez, ça, c'est l'éducation nationale. On en est encore au Python. Non, il y a quand même un avantage, c'est quand on aura appris le Python, on est quand même capable, après, tous les langages ont quand même un peu le même type de raisonnement. L'aspect physique-chimie. Alors cette PL vise à donner à l'élève une vision, on va dire, une image concrète, une image vivante, une image moderne de la physique et de la chimie. Le but va être de modéliser en fait les phénomènes au travers de l'outil justement mathématique, au travers de l'informatique aussi, de développer évidemment des raisonnements scientifiques, donc d'acquérir une certaine rigueur scientifique et d'approfondir aussi l'approche expérimentale, puisque cela se passe au travers de manipulations dans les séances de TP, au labo évidemment. Ouais, je suis obligé de vous dire que là, c'est la seule entorse à la règle. Je ne pense pas qu'il soit très simple de faire l'aspect physique si on ne prend pas l'aspect maths. Voilà. Ça, il faut qu'on vous le dise. On a essayé, je ne sais pas s'il y a un élève qui le fait, je ne crois pas.
On en avait un, je ne sais pas d'ailleurs, il faudra qu'on suive s'il y arrive, mais je me demande s'il n'a pas changé au dernier J'ai un moment. élève qui le fait dans mon groupe d'ailleurs et il abandonne la physique. Voilà. La physique, le nouveau programme de physique, hein, il est vraiment très mathématique. C'est-à-dire, on revient, alors là, ceux qui connaissaient, quand vous avez été à l'école, dans ces classes-là, la physique, vous pouviez faire de la physique sans rien comprendre à la physique, vous utilisiez les maths. Et ben, pendant un moment, on est reparti beaucoup sur l'expérimentation, etc. On ne faisait pas beaucoup de mathématiques. Là, à nouveau, l'aspect physique utilise beaucoup les mathématiques, même si c'est des mathématiques un peu plus appliquées. Voilà, je suis obligé de le dire parce que ça serait un peu mentir que de vous dire que vous pouvez prendre physique sans les maths. Maths physique, non. Maths sciences du numérique, c'est maths. S'il veut faire une prépa scientifique, il faut maths. Ça, c'est sûr. Et après, ça peut être soit physique, soit sciences du numérique, c'est comme ça que ça s'appelle, NSI, là, soit sciences de l'ingénieur. Voilà, ça ne se fera pas les mêmes. On ne rentrera pas dans les mêmes sections du scientifique. Non. Ensuite, l'aspect SVT. Elle va proposer aux élèves d'approfondir des notions autour de 3 thèmes. Le corps humain et la santé. 2e thème, les enjeux planétaires contemporains. Et 3e thème, la Terre, la vie et l'évolution du vivant. Donc l'objectif pour l'élève va être de mieux comprendre le fonctionnement de son organisme, d'avoir une approche réfléchie sur les enjeux de santé publique et d'avoir également une réflexion éthique et civique sur la société, sur l'environnement. Donc l'idée évidemment est d'acquérir une culture scientifique et de former aussi un esprit critique autour de ces 3 thématiques. Ensuite, l'aspect SI, sciences de l'ingénieur. Donc, évidemment, développer des compétences scientifiques, mais aussi l'esprit d'innovation. On est vraiment dans tout ce qui est recherche, innovation au niveau de cette spécialité. Recherche créative avec des contenus, évidemment, de sciences physiques. Et cela introduit aussi la notion de design. Donc, l'objectif est bien dans le côté innovation, créativité des élèves. D'ailleurs, cette spécialité, c'est la seule à avoir la caractéristique, quand elle est suivie en terminale, d'avoir donc 6 heures en fait de spécialité pour chacune des spécialités, plus 2 heures de physique quand on choisit la spécialité sciences de l'ingé. En première, si. En première, si. C'est en terminale. Ceux qui choisissent maths et sciences de l'ingénieur auront 2 heures de physique en plus, parce que justement, pour accéder après aux classes préparatoires, les PSI, les classes prépa comme ça, il faut quand même un minimum de physique. Oui. Alors là... Là, c'est tout ouvert aujourd'hui. Hein. Alors là, on vous laissera. Il y a un document, je ne sais pas, on l'a passé au terminal, non ? On peut tout faire maintenant parce que où il y aura le schéma qu'on connaissait avant, qui fera à peu près 50% des places qu'ils prendront, et ou un schéma universitaire avec une licence dans laquelle on est bon et une mineure santé. Donc en fait, maintenant, ça va être très ouvert. Ah ben non. Mais rien n'est idiot. Mais la réforme des études de médecine, là, qui est maintenant vraiment dans les clous, elle va vraiment dans le sens de la réforme. Hein. C'est-à-dire qu'on pourra faire une licence de droit avec ce qu'on appelle une mineure santé et poursuivre en médecine. Voilà. Et enfin... C'est une bonne question. C'est une bonne question. La question est, est-ce que on peut prendre l'aspect physique avec le module de maths complémentaire et non pas l'aspect de maths? Et c'est une bonne question. Ouais. Voilà, ça sera quand même compliqué de continuer en terminale ce schéma-là. C'est que pour moi, maths complémentaire de terminale avec les 6 heures de physique de terminale, ça me paraît difficile à gérer à ce moment-là. Oui.
Alors, on assume. Voilà. On assume, on a très bien assumé l'an dernier. C'est pour ça qu'on va vous demander, vous verrez, un sondage pour que nous, on commence à préparer. C'est un problème d'enseignants, d'heures à répartir, etc. Et l'an dernier, on s'est aperçu que le sondage était plutôt bon, même si des élèves ont changé, mais ils ont changé dans tous les sens. Comme on est un gros établissement, statistiquement, on a pu accepter tous les... En fonction du sondage, on a créé le nombre de groupes qu'il fallait et on a recruté les enseignants qu'il fallait, etc. Voilà, c'est là la chance que vous avez d'être dans un gros établissement par rapport aux petits établissements où ça peut être beaucoup plus difficile à gérer. En terminale. En terminale, pas en première. Non. Non, c'est pas une obligation, non. Non. Non, on peut se débrouiller. Le science de l'ingénieur, c'est beaucoup plus, comment le dire, pratique, c'est beaucoup moins mathématique que la physique. Hein. Donc on peut prendre science de l'ingénieur sans mathématiques. Après, il faut quand même réfléchir. Science de l'ingénieur, c'est quand même a priori pour faire des études scientifiques derrière. Or, par contre, des études scientifiques sans maths, ça n'existe pas. Voilà. Scientifique, hein, j'ai bien dit. Pas e-commerce, c'est pas scientifique. Hein. Voilà. D'accord? Donc, si vous voulez, soit vous le prenez culturellement en première en disant je l'abandonnerai, mais si vous voulez faire des études scientifiques, et les études scientifiques, c'est des études scientifiques. C'est pas médecine, c'est pas le commerce, c'est pas je ne sais quoi, moi, la science éco, c'est pas... Je vous propose qu'on laisse Madame Blondiot présenter SASP quand même, montrer que ça vous intéresse un tout petit peu, et après on reviendra aux questions. C'est la dernière SP. Oui. Alors, je termine par les sciences économiques et sociales, donc qui recouvrent en fait 3 disciplines, à savoir l'économie, la sociologie et les sciences politiques. L'objectif est pour les élèves de mieux comprendre le monde qui les entoure au travers donc de ces 3 disciplines. Et on aborde par exemple donc en économie tout ce qui relève du marché, du fonctionnement du marché, de la monnaie et de... Oui, il y a deux... je crois, du marché, donc monnaie, financement. Au niveau de la sociologie, c'est tout ce qui relève en fait de la socialisation des liens sociaux. Et au niveau de la science politique, on travaille sur l'opinion publique et sur le vote. Et il y a également en fait des regards croisés pour mieux connaître ce qui relève de l'entreprise et de la protection sociale. Je savais qu'on l'aurait. Alors, ce sont 2 matières, j'insiste bien, Monsieur Convescure, ce sont 2 matières totalement différentes. L'une et l'autre, en fait, permet, comme je l'ai abordé de la même manière, hein, l'une et l'autre permet de comprendre le monde qui nous entoure, mais les thématiques qui sont abordées n'ont rien à voir entre elles, en fait. C'est-à-dire que d'un côté, en histoire-géographie, vous avez des entrées différentes. D'un côté, en histoire-géographie, vous allez travailler la démocratie, vous allez travailler les religions, l'information, etc. Alors qu'en économie, en sociologie et en sciences politiques, dans ces domaines-là, on va travailler le marché, la monnaie, le financement, le lien social. Donc on a vraiment des thématiques qui sont totalement différentes entre les 2 matières. Oui, mais on a... Ouais. Beaucoup... non, il y a pas mal d'élèves qui ont fait le choix de prendre les 2, en fait. Et pourtant, si on rigole, c'est parce que l'an dernier, à cette réunion, j'avais dit aux parents de première, de seconde, non, il faut choisir entre les 2. Et donc, évidemment, j'ai galéré toute l'année. Pour faire comprendre que non, j'en sais rien, on veut faire Sciences Po, ça a parfaitement le sens d'avoir et l'éclairage historique et l'éclairage économique sur... Parce que, voilà, et après, il y a des noms, faire comprendre à vos enfants de seconde ce que c'est que de la géopolitique, peut-être un peu complexe. Voilà. Oui. Absolument. Voilà. Oui. Complètement. C'est pas exactement la même chose. Hein. Non, rien à voir. C'est une histoire assez classique. L'autre, je répète, c'est histoire.
Et géopolitique, sciences politiques. Sciences politiques, voilà, c'est un peu différent. Donc des élèves qui choisissent ça sont vraiment dans des optiques droit, Sciences Po, etc. Ce sont vraiment les domaines qui les intéressent le plus. Hein. Et donc on a pas mal effectivement qui choisissent ça et qui continuent. Pardon, je te coupe. Je vous propose qu'on termine parce qu'on a encore 2-3 petites choses à vous dire et ensuite on reprendra toutes les questions. Donc on revient sur un calendrier un peu par rapport au choix de ces spécialités. Voilà. Voilà. Donc là, il me reste 2-3 diapos. Vous expliquez un peu comment le calendrier de l'année, comment les choses vont se dérouler. Donc jeudi matin, on voit vos élèves. Jeudi, dans la foulée, on vous envoie par circulaire les diaporamas que vous venez de voir, un récapitulatif explicatif et surtout un sondage à compléter pendant les vacances et pour qu'on puisse, nous, avoir des premiers outils pour commencer à préparer l'année prochaine. Vous vous engagez pas, voilà, mais nous, ça nous permet de commencer à travailler. D'ailleurs, dans cette circulaire, je vous mets un site qui s'appelle Horizon 21, qui a été fait par l'Éducation nationale, qui est assez intéressant parce que vous cliquez des SP et ça vous ouvre une fenêtre sur qu'est-ce que je peux faire dans l'enseignement supérieur. Voilà, donc ça peut être aussi tout ça. En fait, c'est vous proposer tout un tas d'approches pour en discuter avec votre enfant. Fin janvier, on fera dans toutes les classes, les professeurs passeront, et la nouveauté de cette année, c'est qu'on pourra y aller avec quelques élèves de première, parler un peu de chaque spécialité aux élèves. D'accord ? Parce que pour les élèves, une diapo, c'est un peu léger. Oui. Pardon, je suis en train de finaliser le planning et ça sera la semaine du 20 janvier et la semaine du 27 janvier où effectivement les professeurs viendront en classe. Les professeurs de SP, ils en parleront nettement mieux que moi. Voilà. Ensuite, en février, on vous fait parvenir ce qu'on appelle cette fiche navette dans laquelle il y aura la partie orientation où je demande la première générale ou la première technologie et l'autre partie choix des spécialités où là, on vous demande déjà une deuxième fois de dire quels sont les vœux de spécialité afin que les conseils de classe qui auront lieu au mois de mars puissent vous donner ce qu'on appelle des recommandations, vous l'avez compris. Et ensuite, au mois de mai, vous reformulerez. Oui, voilà. Il y a écrit 4 vœux, je pensais que vous alliez réagir. Les textes disent que vous pouvez faire 4 vœux, et puis après, il faudra en faire 3. Donc, nous, ce que l'on dit, c'est que ceux qui sont arrêtés, ils mettent que 3 vœux, 3 choix, et puis, s'il y en a qui hésitent, ils en mettent un 4e. C'est pas obligé d'en mettre un 4e. Voilà. Et donc, au mois de mai, 3 vœux, cette fois-ci définitifs, avant les conseils de classe, et début juin, conseil de classe, éventuellement, pour 1 ou 2, on dira, bof, et on en rediscute, mais a priori, les vœux du mois de mai sont les vœux définitifs. Voilà, nous on est là pour vous accompagner, mais le choix, comme je l'ai dit tout à l'heure, reste de votre responsabilité. Le sondage, justement, ça répond un peu à la question que vous posiez. Voilà la façon dont on a souhaité formuler les choses. Les vœux 1 et 2, des disciplines dans lesquelles je suis performant, qui m'intéressent, qui me paraissent nécessaires aux études supérieures que j'envisage. C'est un peu les angles d'attaque que j'évoquais tout à l'heure. Le vœu 3, peut-être être plus dans une spécialité de curiosité pour un domaine qui m'intéresse, même s'il n'est pas en lien direct avec les études que j'envisage. Peut-être celle que j'abandonnerai en terminale. Voilà. Là, je modulerai un peu ce qui est écrit là au vu de ce qu'on observe avec les premières actuelles. Pour un certain nombre, c'était aussi un peu le vœu de je ne sais pas encore vers quoi j'irai. Je vous prends un exemple des élèves qui, à ce stade, ont encore vraiment du mal à dire s'ils vont aller vers des études scientifiques ou commerciales. Un certain nombre ont pris maths, physique, histoire ou maths, physique, SES. D'accord, et ensuite, en terminale, ils vont laisser tomber une des deux parce que leur choix va s'affiner. Voilà. Le vœu 4 éventuellement, voilà, si vraiment je suis dans une situation d'hésitation. Ok. Un petit mot, je vais un peu vite sur les options parce qu'on a déjà dit un certain nombre de choses. Donc la logique, c'est que les options choisies en seconde se poursuivent jusqu'en terminale, latin, grec, italien, chinois, section européenne. Et j'ai remis ici, ce qu'on vous a évoqué là un peu tout au long, on a beaucoup parlé des maths. En terminale, ça c'est dans les textes et vous l'avez sur le petit document qu'on vous a remis, une autre option est possible, donc qui n'a rien à voir avec latin, grec, italien, chinois,
qui est maths complémentaires, maths expertes, et, on n'en a pas parlé, droit et grands enjeux du monde contemporain. Donc là, ça va être vraiment une nouveauté, hein, parce qu'elle va ouvrir en terminale l'année prochaine, et a priori, elle s'adresse à tout élève, quel que soit ses SP. Alors que maths complémentaires, maths expertes, vous avez compris, je n'y reviens pas, ça dépend un peu de ce qu'on a fait en première. Oui, parce qu'il y avait une question à ce niveau-là par rapport aux options. Hein, ça ne se... après, si je dis des bêtises, il faudra me le dire. Il n'y a plus d'épreuve d'option, d'épreuve finale. Ce sont donc les notes du bulletin, de ce que j'ai compris. Oui. Donc même pas de banque commune, ça c'est les notes du bulletin. Donc qui rentrent dans la moyenne. Donc si c'est en dessous de la moyenne générale des autres matières, bah tant pis, ça fait en moins. Sauf le latin et le grec, qui gardent la particularité pour essayer de sauver le latin et le grec. Eh bien, M. Blanquer a décidé que ça resterait comme avant, uniquement des points supplémentaires pour le bac COEF 2, je crois en plus. Non, pas sûr. Bon voilà, des points pour le latin et le grec. Voilà, mais les autres options rentrent dans l'ensemble des notes quand on fait la fameuse moyenne qui compte dans les 10%. Là. Ouais, et c'est vrai que c'est un changement. C'est fini les options pour les points bonus au bac et la mention. Si je suis revenu sur cette diapo-là, hein, c'est-à-dire que l'italien, le chinois, là, ça rentre dans la moyenne non pondérée du cycle 10%. Donc, vous voyez, un COEF 1, des bulletins de première et de terminale parmi les 10 matières. Okay, donc, on choisit une option parce qu'on aime ça. Et quand même, j'ajoute une chose, ça reste tout à fait valorisable dans les dossiers d'enseignement supérieur et sur Parcoursup. Hein, il ne faut pas négliger ça. Mais effectivement, c'est plus les points bonus faciles au bac. Les options ont duré de 3 heures. Je pense que voilà, vous avez vu que c'est compliqué. Hein, on vous accompagnera bien entendu et on va accompagner surtout vos enfants. Je redis une chose, hein, veillez à être dans un discours qui reste sécurisant et rassurant pour vos enfants. Ça me paraît vraiment important. Redites-vous qu'ils ne jouent pas leur vie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une ou deux questions d'ordre très général. Madame, au fond. Il y a quoi? Oui, pas chez nous. Alors, des options, il y en a à l'infini. Hein. Ah oui. Il y a des lycées qui vont vous... Ça, c'est le document officiel Éducation nationale. Voilà. C'est Éducation nationale, je vous en ai refait un tirage parce que je trouve qu'il balaye, il est quand même relativement clair dans sa présentation. Mais effectivement, quand on passe aux options, vous allez dans des lycées, vous trouvez des options de tout style et tout genre. Hein. Ah. Compte tenu de la veille que vous effectuez par rapport à l'enseignement supérieur, est-ce que vous allez nous tenir informés tous les mois de ce que vous pouvez apprendre? Bien sûr, au fur et à mesure que les textes sortent, on vous donne les informations pour ça qui sont fondamentales, en particulier sur l'enseignement supérieur, dès qu'on sait ces choses-là. Et c'est ce qui peut faire que certains changent en cours de route. Si ça vous intéresse, on le propose plus aux élèves de première, mais le site Parcoursup, dont on entend pas tant parler, hein, qui est le nouvel APB pour ceux qui ont connu la génération d'avant, c'est ouvert au public. Après, chaque élève en terminale a ses accès perso pour ses vœux, mais aujourd'hui, vous allez sur Parcoursup, vous trouvez une mine d'informations sur les attendus de l'enseignement supérieur dans tout un tas de domaines. Voilà, moi je pense que pour les élèves de seconde, c'est un petit peu tôt de les mettre là-dedans, hein, mais voilà. Horizon 21, ça va vous donner ça. Hein. Vous choisirez 3 SP, puis ça va vous dire tout ce à quoi vous pouvez accéder. Bien sûr, c'est un peu théorique. Hein, et puis bien sûr, il faudra réussir dans les SP qu'on a choisis. Mais enfin, c'est quand même une première idée qui montre tout ce qu'on peut faire. Moi, j'ai envie de dire une chose qui me paraît importante à la fin. Ce qui est important, c'est d'être bon dans ce qu'on choisit. D'accord ? Et ça, on l'observe dans toutes les discussions avec l'enseignement supérieur. À la fin, qu'est-ce qu'ils veulent chacun ? C'est aller chercher des élèves dans des domaines où ils sont bons. D'accord ? Alors, il y a monsieur devant. Les 2 qui restent en terminale seront-elles cohérentes ? C'est vous qui en ferez la cohérence et d'ici là, votre enfant aura avancé aussi sur ses projets pour l'enseignement supérieur.
Oui, enfin, non, oui et non. Je vous dis par exemple, là en première, on a quand même 43 profils différents. 43 triplés différents. C'est ça, et dans la France entière, il y a 400 profils différents. Donc nous, avec les 10P, on en a eu 43. C'est ça qui change complètement. Il n'y en a plus 3. Et c'est là que l'enseignement supérieur est en train de bouger, parce qu'il commence à se dire, mais dans les 43 profils, il y a des très bons élèves dans tous les profils. Et tout le monde veut les très bons élèves, donc ils vont ouvrir. Alors évidemment, si je suis purement sans science du tout, je ne vais pas aller faire des études scientifiques. Voilà. Mais il y a des profils... justement, il n'y a pas que des profils maths physique et complètement littéraires, etc. Il y a des mélanges qui permettent d'arriver à différentes études supérieures. Alors, question par rapport à notre structure Fénelon Sup, qu'on a pas mal développée, mais on fera une réunion spécifique au mois de mai pour les secondes. Juste pour vous dire un mot, Fénelon Sup, c'est une structure que nous sommes en train de développer. Traditionnellement, à Fénelon, existait une préparation à Sciences Po depuis longtemps, que nous avons choisi de développer, puisque nous proposons aujourd'hui une préparation au concours d'école d'ingé post-bac, une préparation au concours d'école de commerce post-bac, la prépa Sciences Po, une prépa au 7 IEP et une prépa pour des élèves qui se destinent à faire des classes prépa commerciales et scientifiques. Donc on a vraiment développé tout un pôle autour de ça. C'est du hors contrat, c'est le samedi, les vacances. On vous proposera une réunion au mois de mai pour vous présenter tout ça. Voilà. On s'adapte au choix des SP, donc il ne faut pas choisir les SP en fonction de ça. Monsieur. Allez, dernière question. Alors, les langues, c'est un vaste sujet. Jusqu'à présent, avant la réforme, vous étiez d'origine suédoise, vous suiviez toute votre scolarité de l'anglais et de l'espagnol, et au bac, vous alliez passer le suédois en LV1. C'est terminé, puisque la cohérence, et là on est dans du contrôle continu, c'est que je ne peux prendre en LV1 et LV2 que des langues que j'ai suivies en classe. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Et puis, s'il y a encore quelques questions individuelles, voilà. Et comme ça, il y aura matière à discuter pendant les repas de famille de Noël et de Nouvel An. Merci.